Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Septembre 2023. Je déjeune dans un restaurant de Courmayeur avant le départ du Tour des Glaciers. À la table d'à côté, un coureur arbore un maillot de finisher. Nous échangeons quelques mots avant qu'il ne m'invite à partager le repas avec lui. Lui, c'est Sébastien Ponce, un des 3 finishers de toutes les éditions du Tour des Glaciers. Seb est un coureur sympathique, une force tranquille qui dégage une grande sérénité. Au gré de ses anecdotes et conseils, nous décidons de prendre le départ ensemble. J'ai eu la chance de partager l'aventure à ses côtés, de jour comme de nuit, sur des sommets exposés du Val d'Aoste. Son expérience d'ultra finisher, je vous invite à la découvrir au travers de notre conversation. Là, Ah, le beau fond. bien. Le t-shirt corporate jusqu'au bout. J'ai fait ce qu'il fallait. Ouais. Parfait. Parfait, on est raccord, tu vois. Ouais. Comment ça va, Seb? Eh ben, ça va bien, écoute. Ouais, t'as le J'ai sourire. payé un peu la neige ce matin en partant, mais sinon. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu galère chez toi. Ah putain, j'ai mis une demi-heure pour faire les 5 minutes de route pour venir, ouais. Bon. Ok. Bon, eh ben, écoute, ça présage un bon enneigement aux Ouches. Exactement, on sort les skis. Voilà, parfait. Tu pratiques beaucoup le ski d'ailleurs? Ski de rando, ouais, pas mal, ouais, l'hiver. Ouais. Ouais, c'est un bon complément. Bah, T'alternes. dans le Jura, là, c'est difficile d'aller courir dans la neige, hein, donc avec les skis, ça passe mieux quand même. Ouais, puis tu vois d'autres choses. Ouais, non, puis c'est un sport un petit peu différent, ça repose un peu les genoux, tu vois. Ok. Bon, écoute, on va faire un gros focus aujourd'hui sur le Tour des Glaciers, puisque tu es un petit peu spécialiste, le spécialiste de Ça l'épreuve, commence. s'il en est. Je crois que vous étiez jusqu'à l'édition dernière, en 2023, deux participants à avoir bouclé les éditions. Je crois qu'on était 3, non? Trois, Ah d'accord. ouais. Tu as les noms des deux autres? Ouais, bah, il y a Lucas, Papy. Ouais, Bon, c'est dans une autre catégorie, on va dire. ok. Et puis Christophe, un copain à la force, puisqu'on a fait, ouais, je crois qu'on a fait plus de la moitié des 3 premières éditions ensemble. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ton expérience. Alors nous, on s'est rencontrés juste, je crois, quelques heures avant le départ du Tour, Mhm. dans un restaurant. J'entre dans le restaurant pour manger une pizza avant le départ. Et puis, je prends ma table tout seul. Tu étais une table à côté. Et puis, je vois ton t-shirt, on commence à échanger deux, trois phrases, et puis on finit à la même table, à manger strictement le même menu et à boire des bières. Voilà, menu sportif. Ah bon, on s'est recroisé après sur la boucle Ouais, aussi. bien sûr, bah, au départ, dans le sas de départ, et puis on a fait un bout de chemin ensemble. Mhm. Euh, Tout à fait. cette épreuve, le Tour des glaciers, le Tour des géants, plus largement l'UTMB et toutes les épreuves d'ultra-distance sont ouvertes à des trailers à l'international. C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes de France et un peu partout sur la planète. C'est une grande messe. Toi, ça fait partie de ton quotidien, le fait
t'entraîner avec d'autres trailers, avec une communauté de trailers, ou est-ce que tu t'entraînes plutôt en mode solo? Comment tu fonctionnes? Un peu des deux, non, on a un club d'entreprise là où je suis, donc on a quand même une communauté, je sais pas, une dizaine, quinzaine. Après, c'est vrai que ça reste un sport où on a beaucoup tendance à partir seul le week-end pour des sorties plus longues. Donc c'est 50-50, on va dire. Enfin, à midi, là, moi je m'entraîne beaucoup entre midi et deux. Ouais. Voilà, on est souvent plusieurs. Par contre, pour les sorties plus longues, voilà, c'est suivant les emplois du temps de chacun et c'est souvent difficile d'avoir une petite équipe. Ok. Donc, Géographiquement, toi, tu habites côté français, à proximité de Genève, de la frontière suisse. Tu alors t'entraînes côté Jura. Oui, côté Jura. Tu t'entraînes dans le Voilà. Jura? Exactement. Ok. Exactement. C'est ma boucle classique. Moi, je suis vraiment au pied, donc je mets les chaussures, je fais 1200 mètres positifs pour monter au sommet, je rentre avant le petit-déj, impeccable. Ok, t'es plutôt matinal. Ouais, le week-end, bah, ça dépend de la vie de famille, mais ouais, le week-end, j'essaie d'impacter un petit peu moins la famille qui court pas, donc voilà, C'est souvent matinal. c'est effectivement un des points sur lesquels j'allais te questionner, l'équilibre quand on prépare des ultra-distances. Quand on progresse, parce que ça fait plusieurs années que tu pratiques l'ultra-distance, donc je pense que tu as le foncier nécessaire, mais pour acquérir ce foncier-là, il faut quand même se rentrer dedans, et il faut quand même programmer des plages d'entraînement avec des sorties longues. Comment est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre entre vie perso, vie pro et entraînement pour le trail? Bah, déjà, j'en fais pas tant que ça, hein. Bon, après, moi, je cherche pas à arriver dans les premiers, hein, on est bien clair, hein. Je suis en fin de classement. Je crois même que j'avais été dernier, je sais plus quelle édition, c'est 2022 peut-être. Donc voilà, le but c'est juste d'arriver à finir. Je m'entraîne pas tant que ça, c'est-à-dire je vais pas m'entraîner tous les jours, hein, absolument pas. C'est un jour sur deux max. Et je fais pas tant d'entraînement que ça très long. C'est-à-dire que la plupart des entraînements c'est 1 heure et demie, 2 heures, et j'arrive du coup à les caser entre midi et deux en faisant une pause un peu plus longue, certes, mais donc là, je sais pas, plus de 50% de mes entraînements sont cachés entre guillemets dans les journées de boulot. Ouais, je rentre un peu plus tard le soir, mais ça passe. Et après, effectivement, sortie longue sur les week-ends, mais en essayant toujours de les cacher entre guillemets au maximum par rapport à l'emploi du temps familial. Donc, du style à partir à 4 heures du matin pour faire une sortie de 8 heures et t'es rentré à midi, quoi. Et tu manges normalement, En famille. voilà. C'est Ok. plus ça. Et après, sinon, pour vraiment du plus long, c'est-à-dire 24 heures ou plus, ça va être peut-être 3 fois dans l'année, et plutôt sur des courses ou un gros off, mais Qu'est- voilà, 3 fois dans l'année, pas plus. Qu'est-ce qui te plaît dans l'ultra-distance? Qu'est-ce que tu viens chercher sur des épreuves de ce type-là? Bah, c'est le fait de prendre son temps, quoi, de profiter vraiment du parcours. Pas regarder la montre, le chrono, le classement, je sais pas quoi. Moi, je me balade en fait. Hein, je considère, je dis toujours, les gens me disent ah mais tu cours pendant une semaine. Non non, je cours jamais. Je me balade. Pensez à ça comme une longue rando quoi. Mais je pense que bon, on s'est recroisés, t'as la même vitesse moyenne, on va dire. C'est de la rando et tu profites, tu prends les photos, tu t'arrêtes manger, tu discutes avec les dans les ravitaux et tout. Voilà, prendre son temps. Et j'ai un copain qui dit, c'est génial l'ultra distance parce que tu peux t'arrêter autant que tu veux, tu perds jamais de temps. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est voilà, tu peux vraiment parce qu'à chaque fois que tu ralentis ou que tu t'arrêtes ou quoi, finalement tu récupères et tu repars de tant mieux. Et au final, t'as vraiment la performance optimale est pas nécessairement en poussant au maximum, quoi. Ok, ton rapport à la performance, justement, la première fois que tu prends le départ d'un trail, d'un ultra trail, tiens, ça remonte à quand? Est-ce que tu appelles l'ultra? Allez, on va dire au-delà de 100. Mon premier 100 bornes, c'est quoi? Ça doit être la 6000D. À l'époque, ils avaient fait une ultra 6000D. Ouais. Ouais, je me rappelle plus. Pouf, c'est quoi, 2010 par là? Quelque chose comme ça. Ouais, ça fait une petite quinzaine d'années, ouais. Mais Et, bon, c'est toujours en mode aller voir si c'est joli et randonner. Hein. Moi, j'ai jamais pensé à aller faire un classement ou une performance quelconque, quoi. Je ok. regarde éventuellement les barrières horaires pour être sûr que je suis tranquille. Normalement, à part pour le temps des glaciers, je suis toujours hyper tranquille. Et puis après, je me balade, quoi. Cette notion j'allais dire, de barrière horaire, elle est très présente sur le. Moi, j'en ai fait les frais un petit peu euh, sur cette épreuve. Par rapport à d'autres ultras, d'autres trails,
Comment tu positionnerais le tort des glaciers? Oui, ben clairement, les barrières sont beaucoup plus difficiles que sur la moyenne des trails, hein. Enfin, il y a d'autres exceptions, mais la plupart des trails classiques, pour je veux dire mon niveau, c'est-à-dire milieu de peloton, hein, dans un trail classique, tu regardes pas les barrières. Tu les regardes même pas sur le comment dire sur le roadbook, quoi, parce que tu sais que t'es large. Et d'ailleurs, au Tour des Glaciers, il faut savoir que la première année, tous ceux qui ont couru avec moi là, on avait tout un groupe, euh, personne n'avait regardé les barrières horaires, quoi. Et puis, au bout de, je sais plus combien, 150, 200 bornes, les mecs qui disent, ah, c'est bien, vous avez encore une heure d'avance. Ça fait 4 jours que tu cours, tu dis quoi, une heure d'avance? Et c'est là qu'on a découvert qu'elles existaient, quoi, si tu veux. Et c'est là qu'on a regardé celle de Champignon et qu'on a pleuré. Et c'est un miracle qu'on ait fini la première session. Et donc c'est ouais, c'est assez spécial. Et moi, j'avoue que j'adore cette course, mais c'est le point négatif pour moi, quoi. Parce que je déteste avoir cette épée de Damoclès et devoir regarder en permanence si t'es à peu près dans le rythme. Ouais, surtout quand on part dans l'état d'esprit de profiter du voyage. Exactement. C'est Il y a, ça, la il y a gâche. cette pression qu'on peut subir dans le quotidien, hein, finalement, et qui est aux antipodes de ce qu'on peut venir chercher sur l'ultra-distance. C'est exactement ça. Mais pour autant, ça reste une course, effectivement. Ce rapport à la course, à la compétition, tu le ressens dans le peloton du Tour? Moi, pas du tout, non, non, non. Mais alors, encore une fois, hein, il faut bien voir que moi, je suis en toute queue de peloton. Alors, peut-être pas au tout début, mais à la toute fin, c'est ça. Ça écrème beaucoup, hein, à hauteur des glaciers. Je crois qu'on est même pas à 50% de finishers, hein. Ouais, Et il y a une même pas. sélection à l'entrée, donc c'est pas, voilà. Donc ouais, à la fin, moi, je suis dans les 10 derniers systématiquement, si ce n'est le dernier, je sais plus quelle année. Donc là, non, non, il n'y a pas du tout de pression de compétition. C'est juste plutôt de l'entraide et le but de tout le monde, c'est juste d'arriver, quoi. Généralement, tu termines dans quel état? Oh, super bien. Super Super bien? bien. Si vous retournez pour un deuxième tour, moi j'y retourne, hein. Non, j'exagère. Le deuxième tour, ça sera peut-être long, mais non, non, mais ça fait partie un peu de ma philosophie du truc, hein. Comme je te dis, je vais me balader, je vais me faire plaisir. Si j'ai mal partout, j'arrête, quoi. Ouais, Généralement, j'ai pas mal partout. Alors, je te dis pas qu'il n'y a pas des petits pépins, mais rien qui ne soit pas gérable. ok. Donc, normalement, je finis dans un très très bon état. Je m'étais fait charrier, je sais plus quelle édition, deuxième, je crois. On va, bah, tu connais bien le restaurant, là où on a mangé la pizza. On va avec, je crois que c'était Christophe, donc un autre finisher là, manger une pizza. Et puis j'avais l'hôtel juste en face et j'avais oublié quelque chose dans ma chambre et je vais vite le chercher. Et comme je vais vite le chercher, bah, je monte les escaliers en courant, je redescends en courant, quoi. Juste après l'arrivée, quoi. Et je me suis fait charrier, là. Non, C'est non, normalement. c'est le décrassage. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas, c'est un peu l'idée que je me fais qu'il faut finir en bon état, sinon c'est pas la peine finalement de souffrir. Sur ces courses longues, il y a quand même une différence avec une course d'une journée. C'est qu'une journée, si tu finis en vrac, je sais pas, t'as des ampoules pas possibles ou t'as mal au genou, j'en sais rien. Pendant 2 heures, c'est supportable. Ou pendant Ouais. 4 heures, tu peux serrer les dents. Là, si t'as mal à mi-distance, tu vas pas faire 3 jours et demi en souffrant, quoi. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais moi, je suis pas capable. Je veux dire. D'autant que alors, ce qui se passe avant, c'est intéressant, ce qui se passe pendant, c'est intéressant, mais l'après est aussi intéressant, le retour à la vie normale, entre guillemets, et le quotidien qui te rattrape avec le travail, la vie de famille. Il faut pouvoir répondre présent aussi sur ces points-là. Donc, je pense que le corps, naturellement, en prend un coup. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te fait tenir derrière sur cette période-là? Comment tu gères cette période-là? Bah, déjà, ouais, je finis quand même en bon état, donc j'ai pas un gros problème les jours suivants. Alors, bien sûr, je dors 24 heures, quoi, enfin, ou 2 fois 12 heures, on va dire, ça c'est clair. Mais une fois que le week-end est passé, donc moi j'arrive toujours le samedi, hein. Donc je vais dormir dans l'après-midi ou 12 heures jusqu'au dimanche. Je vais me refaire une nuit de 12 heures dimanche au lundi. Ouais, Lundi, je suis au boulot et ça se passe bien dans la journée, hein. ok. J'ai pas de fatigue ou quoi. Ce qui se passe, c'est que pendant les 3, 4 jours suivants, quand le soleil se couche, donc on est en septembre, on va dire à 8h30, 9 heures du soir, là, je prends un bon coup. Mais bon, bah, tu vas te coucher et puis tout va bien. Et j'ai pas vraiment d'autres séquelles autres que ça, quoi. Donc, Les, c'est pas un gros problème. Je fais pas une dépression. Il y en a qui parlent beaucoup de, voilà, l'objectif est passé.
c'est difficile de repartir dans de l'entraînement pour une autre course. J'ai pas trop cet aspect, moi. Ok, tu t'envisages une continuité derrière, donc naturellement ça va. Le Thor est une étape dans ton parcours, quoi. Ouais, c'est ça, bah, ça revient chaque année, hein, parce que maintenant j'ai déjà fait aussi 2 tours, donc j'en suis à quoi, 6 éditions. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, mais ça va bientôt faire 10 ans que je me balade là-bas. Ouais, Euh, voilà, ça marque un petit peu la fin de la saison. Généralement, on se fait encore un ou deux off après, mais vite fait, quoi. Enfin, vraiment sur une demi-journée. Et là-dessus, on attend la neige, en fait. La saison de ski arrive, quoi. J'ai un autre copain qui dit toujours, ah, le trail running, c'est bien, ça fait la pré-saison pour le ski, puis le ski, c'est bien, c'est la pré-saison pour le trail running. Et on est toujours en pré-saison, quoi. Mais c'est un peu l'esprit, ouais, de pas se prendre la tête et de profiter de la saison et d'être de vivre tranquille. avec la Voilà, vraiment saison profiter, et ouais. voilà. Ton Non, non, mais rapport, c'est ça, le maître mot. ton rapport à la montagne, il se comprend maintenant avec les courses auxquelles tu as participé, la proximité du Jura. D'où tu viens, d'où tu es originaire et quel est ton premier rapport avec la montagne finalement? Alors moi, à la base, c'est les Alpes, hein. Moi, je suis de Chambéry au départ, donc j'ai Ouais, passé 18 ans à Chambéry avant d'aller faire mes études à Lyon. Donc le premier rapport, bah, c'est les randos familiales, hein. ok, On en faisait pas mal quand même dans ma jeunesse. Alors pas en mode trail running, hein. De toute façon, à l'époque, ça n'existait pas tant que ça. je suis Même d'accord. si il devait déjà y avoir un peu la 6000D, ça date de quoi, ça, 92? Ouais, bon, j'avais Ah 17 ouais, ans, quoi. ok. Mais bon, j'étais pas du tout dedans, hein. Moi, à l'époque, j'étais judoka, je courais pas. Mais je pense que je me suis mis à courir à quoi, presque 30 ans. Avant, c'était judo. Et puis, quand j'ai plus réussi à garder le judo parce que les enfants, le bureau, tout ça, c'était un petit peu compliqué, c'était VTT. Donc, j'ai fait pas mal de VTT pendant 5-6 ans, je sais pas. Et puis, le VTT, c'est vrai que dans le Jura, c'est un peu compliqué l'hiver. Aller dans la neige avec le vélo, bon. Donc, il y a un hiver où, je sais plus, un collègue là qui me dit, allez, viens courir avec moi, je m'entraîne pour un marathon. Vu ce que tu fais en VTT, Ça va passer quand même. voilà. Et puis, c'est comme ça que je me suis mis à courir. Donc, on parle de 2008, je crois. Un truc comme ça. Euh, et puis, bon, j'ai détesté cordialement le marathon. Je me suis dit plus jamais ça et plus jamais sur la route. Mais par contre, je me suis inscrit à une autre course à peu près de la même envergure, mais sur chemin. Et là, c'était fini, quoi. Clairement. Ok. L'évolutivité, c'est un principe que tu as respecté? Ah ouais, ouais. Ouais, 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 j'ai vraiment commencé, ben voilà, par, je sais plus, à 45 kilomètres, un truc comme ça. ouais. J'ai pris très très cher parce que voilà, moi j'avais fait mon marathon en 3 heures, je sais pas combien, 3h05, 3h10, je me rappelle plus. Et ouais, bien. Je me suis dit ouais cool, une course de 45 kilomètres sur chemin, allez, je vais mettre 4 heures quoi. Ouais, 10 heures plus tard, j'arrivais. J'ai pris très très cher. Mais bon, ouais, d'un autre côté, ça m'a plu quoi. Et j'ai compris que justement, il y avait moyen d'aller beaucoup plus doucement et que c'était beaucoup plus, enfin, que tu en profitais beaucoup plus en allant plus doucement. Mais donc voilà, ouais, j'ai commencé par 45 bornes, après j'ai fait, comment ça s'appelle, le Grand Raid 73. Donc, comme son nom l'indique, c'est 73 kilomètres. C'était à Ok. côté de chez mes parents, à Chambéry, donc voilà. Puis la 6000D en version 100 bornes, et puis ben, voilà, tout, la TDS 120. Donc tu vas vraiment en rajoutant 20-30 bornes à chaque fois, quoi. Ouais, ok. La bascule TDS Thor des géants, qui est. Il y a eu quelques étapes entre temps aussi. Ah, voilà, tu dis pas tout. Non, non, TDS. En fait, j'ai fait la TDS parce que j'avais été refusé à l'UTMB. Et c'était encore les époques bénies, donc ça devait être 2012, je crois, par là. Ouais, Où si tu étais refusé à l'UTMB, non seulement tu avais une place sur la TDS, mais en plus tu avais ta place à l'UTMB garantie l'année suivante. d'accord. On en rêverait aujourd'hui. Et donc j'ai fait l'UTMB l'année suivante. Malheureusement, on n'a pas fait. C'était aussi un 100 bornes parce que c'est une de ces. Enfin, c'est l'année en fait où il y a eu un parcours de repli. Donc l'année précédente, ils avaient carrément arrêté la course, ça avait été l'enfer. Et cette année-là, il y avait un parcours de repli, mais on n'a pas fait la boucle. D'accord. Et donc, suite à ça, je me suis réinscrit l'année suivante, mais j'ai à nouveau pas eu de place. Cette fois-ci, tu n'avais pas de TDS, tu avais juste une place garantie. Donc, j'ai dû le refaire en 2014, du coup, mais en 2013, j'ai fait l'UT4M. Ouais, je connais. C'était la première édition, donc Grenoble, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'était la première édition, ça ressemblait à l'UTMB, je me suis dit, allez, en avant. Et puis, gros morceau quand même, l'UT4M. L'UT4M, c'est très montagnard. Ouais, c'est C'est ça. une vraie Ouais. épreuve de montagne, hein. Là, on est Ah bah, autant sur l'UTMB, alors la TDS, j'ai jamais fait, donc je peux pas te dire, mais sur l'UTMB, c'est roulant, on peut dire. voilà, c'est ça.
C'est ça. l'UT4M, c'est costaud. C'est ça, à l'époque, bon, c'était les premières, il n'y avait pas grand-chose à part l'UTMB, il y en avait deux, trois, mais dans le coin, on va dire, il y en avait moins, et l'UTMB était considéré comme difficile, mais ouais, maintenant, voilà, tout le monde va te dire, maintenant, l'UTMB, c'est roulant. Et effectivement. Donc, je finis cette course, et je me rappelle très bien, sur la ligne d'arrivée, on était un petit groupe, là, et ils me disent, ah, c'était ton premier 160, bravo, tout ça. Bon, bah maintenant, l'UTMB, c'est facile, quoi. C'est la fini l'UT4M. Et effectivement, j'ai mis, je crois, 8 heures de moins à l'UTMB qu'à l'UT4M, quoi. Donc, Ouais, c'est ouais. pas le même calibre. Et puis après, avant d'aller sur le tour, j'étais encore allé faire, bon, je commençais à avoir ça en tête, mais j'étais allé me faire en Suisse, comment ça s'appelait, l'Iron Trail. Ok. Donc je crois qu'il n'existe plus dans cette version, mais à l'époque, il y avait un 201 km. Ah oui, t'es monté quand même voilà, sur une Voilà, version entre voilà. deux. Alors ça m'avait mis 50 et quelques heures, donc tu as déjà l'idée de passer 2 nuits et 3 jours si tu veux. Donc tu commences À à sortir un tester, peu. ouais, tester Ouais, les limites du sommeil et comment tu appréhendes cette c'est ça. partie-là, justement, ouais. Ouais, Parce que intéressant. quelque part, sur un UTMB, c'était un petit peu moins le cas sur le T4M, mais tu passes, entre guillemets, qu'une nuit. Non, t'en passes deux, bien sûr, mais la première, t'es en pleine forme, tu viens de partir, c'est comme si. Ouais, Donc, la la deuxième, vraie c'est nuit difficile, c'est la deuxième. début Voilà. de nuit, voilà, t'arrives, UT4M, enfin, de mémoire, t'arrives en milieu de nuit ou- Alors, ça a changé maintenant. Moi, quand je l'ai fait, on partait à 6 heures du mat. ouais, Donc, moi, j'arrivais effectivement en milieu de nuit, j'arrivais à minuit, 2 heures du mat, je sais plus, donc t'avais pas vraiment la deuxième nuit, quoi. En même ok. temps, la première était une vraie première, t'avais déjà couru 24 heures, mais, ouais, bon. Donc voilà, j'étais allé me tester sur 2 vraies nuits. Donc là, on partait pareil le matin, et par contre, j'arrivais le soir du troisième jour. Donc, tu avais deux nuits complètes. Et puis, ouais, puis après, ben, le tort, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Et là, effectivement, tu t'aperçois que, ben, c'est pas aussi roulant, quoi. Non, Même que l'UT4M, on va dire. effectivement, puis les sommets sont quand même plus hauts, mine de rien. C'est ça. C'est plus haut, Euh, c'est moins roulant, c'est, ouais. t'as Alors des ça, déjà le tort sommets des géants. sur, ouais, Et sur puis le après, tort des encore géants, une marche pour le tort des glaciers, quoi. t'es en moyenne, quoi, à 2005 sur les plus hauts tort des géants. Les plus hauts, ouais, je crois que la moyenne du tort des géants, ça doit être dans les 2000-2002, mais ça, c'est la moyenne, hein. Ouais, Et tu d'accord. montes 3003, hein, je crois. De toute façon, le sommet, c'est le même Ouais, que sur les géants, c'est Lausanne, là. ouais, c'est de Lausanne, ouais, 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 exact. 3003. Tu as différentes phases quand tu rentres sur un tort des géants, c'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure le fait que la première nuit, ben, ça passe assez tranquillement. La deuxième nuit, tu commences à avoir peut-être besoin de sommeil, alors sans pour autant peut-être t'arrêter trop longtemps. Comment tu gères le passage de la 2 à la 3? Comment ton corps y réagit? Ouais, ouais, alors ça, c'est un aspect assez intéressant de ces courses, et qui pour moi explique un petit peu pourquoi tout le monde se fait peur avec le tort des géants ou le tort des glaciers quand ils ont fait qu'un UTMB. C'est que vraiment le fond du trou, si je puis dire, c'est au bout de 40 heures, quoi, grosso modo. Et donc, en ce qui me concerne, c'est exactement la fin d'un ultra classique, enfin d'un 100 miles. Et donc, tu t'aperçois qu'en fait, si t'es mort au bout du 100 miles, c'est normal et ça va repartir juste après, mais juste, il faut continuer, quoi. Donc, ouais, moi, clairement, première 24 heures, bah, ouais, tranquille, t'es en début de course, tout va bien. Donc, la première nuit facile sur le tort des glaciers, parce que moi, tu pars le soir, donc, t'es frais, quoi, t'as dormi l'après-midi, tout va bien. Première vraie journée impeccable. Et puis là, quand la nuit tombe, ouais, tu prends le premier petit coup de bambou, mais à ce moment-là, ça passe encore, quoi. C'est la deuxième nuit. Moi, j'ai essayé de dormir les premières éditions. J'y arrive pas, clairement. Je tourne dans mon lit, je m'enlève. Donc maintenant, suivant comment je le sens, soit je vais vraiment me coucher 20 minutes en me disant de toute façon, je sais que je vais tourner, mais ça repose quand même. Soit même, je m'arrête plus. Mais par contre, je prends cher à 4 heures du matin, généralement. Donc là, le problème qu'on a sur le tort des glaciers, c'est qu'effectivement, il n'y a pas autant de ravitaux que sur le tort des géants, donc tu dors pas où tu veux. C'est pas trop conseillé de dormir dehors, je crois même que c'est interdit par le règlement, mais bon, Ah ouais, on fait ce qu'on peut. j'ai pas vu ça. J'ai pas en Peut-être pas tête. sur le tort des glaciers, Sylvie, je sais Mais plus trop. ça m'étonne même presque parce que les Italiens sont plus light sur Ouais, c'est vrai, mais je le l'avais règlement. vu, enfin, je pense que c'est peut-être sur le tort des géants, mais je l'avais vu à un moment dans un règlement. Ok, Et il faut bien dire qu'au bout de 5 jours, ça a du sens, hein, parce que tu t'endors, tu sais pas quand tu vas te réveiller, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis bon, Enfin bon, dépendant du froid, du non mais c'est ça, ressenti ouais. aussi, Tu ça doit t'endors, être. il fait beau, puis il y a la tempête de neige qui arrive, et c'est pas dit que tu te réveilles tout seul, hein. Ouais. Enfin bon, donc j'essaie de pas trop dormir dehors, mais c'est vrai qu'à 4 heures du mat, la deuxième nuit, souvent il me faut un petit
power nap de 5 minutes là pour repartir. Et là, généralement, donc ça fait quoi? Ça fait dans les 36, enfin le matin du troisième jour, ça fait 36 heures que t'es parti. Et là, généralement, c'est vraiment le fond du trou. C'est-à-dire que, donc généralement pour moi, c'est la remontée à Del Angeli. Ok. Et sur le Tor 450, c'est vraiment la galère parce que la dernière refuge, c'est Defen. Il est loin. Qui mange rien parce qu'il te donne rien à bouffer. Faut être clair. Je crois que ça, j'ai écouté C'est un ou deux de tes podcasts. Je crois que tout le monde est bien d'accord là-dessus. c'est général. Ouais, non, je pense que. Alors, je me pose la question de savoir si c'est intentionnel ou pas. Et ben, en Euh, tout cas, c'est vrai que ça met une difficulté particulière Carrément. parce que tu vas au moment où moi, et ça, je l'ai vu sur d'autres courses, hein, même sans avoir cette configuration particulière, au moment où tu es au fond du trou, c'est-à-dire vers la 40e heure, en plus tu es en hypo, et en plus, dans mon cas, tu montes à Del Angeli, c'est-à-dire que tu es en plein cagnard et généralement à 3 heures de l'après-midi. Ouais. C'est l'enfer à chaque fois. Et c'est C'est l'enfer à chaque fois. Et ça fait exactement ça. ça fait 4 fois que c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis obligé de m'arrêter 4 fois dans la montée, alors qu'il y a quoi? Il y a peut-être 1000 mètres de dénivelé, t'es en début de course, tu vois. Normalement, je suis obligé de m'arrêter 4 fois dans la montée pour me récupérer. Je bois ce que je peux, je mange ce que je peux, mais je fais rien qui passe. C'est terrible. Et une fois que tu as passé Del Angeli, après tout va bien. Il y a un long plat, enfin ou faux plat, mais pour aller se balader là-bas jusqu'à un barrage qui te retape un petit peu. La nuit arrive tranquillement et après le reste de la course ça passe tout seul. Mais il y a vraiment cette phase autour de la 40e heure qui est assez terrible pour moi. Et Ouais, j'arrive pas. c'est partagé, hein. C'est effectivement le cas, hein. Les personnes avec qui j'ai échangé, elles m'ont toutes dit la même chose. Il faut avoir un stock alimentaire, hein. Alors, c'est Mais prévu j'ai, hein, mais dans le règlement. Faut pouvoir taper dedans à ce moment-là et en prendre conscience et se dire, voilà, là, j'en ai besoin. Il faut chaque ouvrir le année j'en sac. apporte plus et chaque année j'essaie de manger un peu plus. Donc maintenant j'ai mon sandwich pour manger après la bouffe Ouais. à pleine, hein, parce que voilà. Mais malgré tout, t'as vraiment, je pense que c'est vraiment au niveau du corps, au niveau de l'adaptation à l'ultra-distance, c'est à ce moment-là que le corps se dit, ah, le con, il va continuer, quoi. Alors, Il faut se mettre en mode. ouais, peut-être que pour l'organisation, c'est pas intentionnel, mais dans le corps des coureurs, c'est là que le creux au Ah niveau oui. énergétique, il se fait. Donc, Oui. on a une perception de se dire finalement, il y a pas assez à manger, mais c'est peut-être simplement physiologiquement ce qui se passe dans notre corps, quoi. Moi, je pense, hein, au fil des cours, je pense, parce que j'ai essayé de manger mieux, de manger au bon moment et tout, et ça aide un petit peu, hein, mais. Et alors, ce qui est dur sur le Tor 450, c'est que c'est aussi à ce moment-là, en tout cas à la première édition, maintenant je suis au courant, mais tu comprends à quelle sauce tu vas te manger. C'est-à-dire qu'en fait, les kilomètres jusque-là, ils sont, entre guillemets, faciles. Ouais. Ils sont similaires à ceux du Tour des Géants, quoi. Carrément, Et puis, ça va se corser. tu profites. Voilà. Donc, je me rappelle très bien, je crois que c'était l'année dernière ou la deuxième édition, je sais plus. Il y en a qui disaient, ouais, c'est génial, on est super en avance sur les barrières horaires, à cette vitesse-là, on est tranquille et tout. Et puis, ceux qui l'avaient déjà fait, qui disaient, attends, là, t'es limite pour finir, hein, je t'explique. Tu me Et l'as en fait, dit les à un derrière, moment, tu me l'as dit à un moment dans la course, là, je te l'ai dit, on bah, n'est tu pas vois. si large que ça. Et je te dis, Ah, ouais. attends, Seb, tu charries, là, c'est Ouais. pas possible. Et Et non, effectivement, et en fait, la partie, les 60 premiers kilomètres, c'est échauffement, quoi. C'est facile. Et après vient la partie technique. ouais. Et là, non seulement tu es au fond du trou et tu te rends compte qu'en fait, ça va pas être ce que tu penses, quoi, que ça va être beaucoup plus dur. Et là, la première édition, c'était psychologiquement, c'était dur. Maintenant, ouais, bah, je le dis autour de moi pour essayer De de prévenir. sensibiliser, Mais... ouais, 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 bien voilà, sûr. c'est ça. Parce C'est que ça. c'est vrai qu'on est. Alors, tu me donneras ton opinion, mais finalement, on est pas des messieurs tout le monde ou des messieurs et des madames tout le monde, mais c'est accessible à des grands marcheurs. Ah bah, tout à fait. Cette édition-là, ces types de courses-là sont accessibles à des gens qui randonnent, qui pratiquent la montagne, qui ont un petit peu le pied montagnard. Euh, pour Ah autant, oui, tout à fait. il y a quand même une difficulté dans le sommeil à apprivoiser. Il y a une difficulté technique. Et là, on va peut-être rentrer sur cette partie-là du parcours où tu vas nous parler de cette montée au Lauson, Alors, cette c'est pas tant descente. le leçon, hein, le problème, c'est le précédent, c'est le Néron. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. La première fois que tu t'y confrontes, quelle idée tu te fais sur cette partie-là du parcours et comment tu la passes? Alors, déjà, moi, il faut savoir que je fais jamais de recours.
Je préfère être surpris par les paysages, voilà. Donc, j'en avais aucune idée. Et à la première édition du Tour des Glaciers, on part tous avec cette idée que c'est un Tour des Géants, ils ont rajouté 100 bornes. On a 48 heures de plus pour faire 100 bornes. On est Facile, large. tranquille, ça a passé crème. Voilà, on s'aperçoit au bout de 60 bornes que c'est peut-être un peu plus technique que prévu. Et surtout, on se pointe au sommet du Grand Néron, là, pour moi, à 6 heures du mat. Alors, je sais pas si c'est un coup de bol finalement, parce que vaut peut-être mieux le faire dans le noir pour pas voir ce que tu fais, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que on arrive à l'aube, c'est-à-dire au point le plus froid de la journée. Et pendant la nuit, il y a eu un petit saupoudrage, pas grand-chose, mais 3 flocons, ça va, c'est sec par terre, quoi. Par contre, il a bien gelé. Et avec l'humidité, l'intégralité de la Via Ferrata qui est à descendre au Grand Néron est congelée. Donc, tu dois bien t'en rappeler, je pense, de cette Via Ferrata, tout le monde s'en rappelle. C'est déjà hyper technique. T'as pas envie de te casser la gueule. De toute façon, si tu te casses la gueule, t'es mort. C'est vraiment impressionnant, on va dire. Et là, elle est congelée. C'est-à-dire, c'est tout verglacé. Les barreaux de la fameuse échelle que tout le monde redoute, il y a une gangue de glace sur chaque barreau. Et là, je m'arrête en haut et je me dis, ouais, mais non, ça passe pas. Je fais demi-tour, quoi. Puis je regarde par où on est monté. Et, mais non, ça passe pas non plus. Et j'étais tout seul à ce moment-là, je reste, je sais pas, un quart d'heure posé en haut de mon échelle à me dire quel côté je descends, qu'est-ce que je fais, quoi. Et puis bon, finalement, je prends mes précautions, je descends tranquillement et je finis par passer l'obstacle, mais ça a vraiment été... Et à tel point que l'année suivante, je me pointe avec dans mon sac une longe de Via Ferrata et un baudrier. En me disant, ce passage-là, moi, je le fais pas sans baudrier, tu vois. Et là, au meeting de pré-course, enfin au briefing, ils disent ouais bon on a quand même amélioré le passage du Grand Néron, on a mis un gars sur place sur un guide et puis pour ceux qui craignent un peu il aura des longes et tout ça. Ah génial, j'enlève la longe, j'enlève le baudrier de mon sac, je me dis quand même je vais pas me le balader 160 bornes et je me pointe là-haut et il y a personne évidemment quoi. Alors heureusement c'était pas gelé ce jour-là mais il y a personne. T'appelles le gars, rien, tu descends et quand tu arrives tout en bas il y a une petite tente avec un gars qui dort dedans. Et je pense que tu as eu la même cette année non cette année pour moi c'était Pareil. Ils étaient voilà. deux, mais ils étaient en grande conversation. Ouais, voilà. Donc c'est démerde-toi. Bon écoute, maintenant on passe. Maintenant qu'on sait que ça passe, et puis quand même les 3 autres sessions c'était sec quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Moi je pensais qu'ils allaient le supprimer ce bout de parcours. Surtout qu'après il y a eu des éboulements là-bas, donc ça a encore un peu corsé la chose sur le bas. Alors peut-être la partie moins dangereuse, mais du coup c'est galère. Mais je pense, alors, j'espère dans un prochain épisode avoir l'organisation du Mhm. Tour des Glaciers, Tour des Géants, pour évoquer ces différents points, avoir un petit peu leur ressenti, parce qu'on a notre expérience de trailer français. De l'autre côté de la frontière, il y a une culture, une expérience de la montagne qui est peut-être un peu différente, un rapport aux difficultés qui est un peu différent. Et ce que je perçois derrière, c'est l'accès à des courses comme le Tour des Glaciers. Côté italien, j'ai l'impression que c'est tu prends tes responsabilités. Si tu es à ce niveau-là, tu es un montagnard. Oui, et je peux comprendre la logique, et c'est ce qui s'est passé. Hein, je veux dire, au final, il n'y a pas eu de problème jusque-là. Mais un jour, ils vont avoir des surprises. On l'a vu à l'édition donc 2022, qui s'est terminée dans une jolie tempête de neige au Barasson, là. Ouais, je me rappelle. Dans la tempête de neige, je peux te dire qu'il y en a, ils n'étaient pas préparés pour ça. Ils n'avaient pas le matériel, ou ils savaient pas s'en servir, tu vois, comme tu veux. Ils n'étaient pas préparés et ils ont fini par envoyer les secours, arrêter la course. Il y en a 2 qui sont quand même passés vite fait à l'hôpital. Bon, je crois pas qu'il y ait eu de soucis, mais voilà. Donc, force est de constater que c'est pas juste parce que tu t'inscris ou que tu as fini un Tour des Géants par beau temps que tu sais te prendre une tempête de neige à 2500 mètres d'altitude. Je suis d'accord. Et Mais ça, pour moi, je pense que c'est quand même du ressort de la personne qui s'inscrit également. t'as signé, hein, c'est clair. Hein. Mais en même temps, il y en a qui vont signer sans comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Ouais, je m'en suis aperçu. Hein. On était donc au sommet là dans la tempête de neige. Au final, on est redescendu à je crois 4-5 parce qu'au fur et à mesure, j'étais avec Christophe au départ, puis on a rejoint du monde. Et tu t'aperçois que ceux qui étaient perdus, qui avaient pas, ils sont pas du coin, c'est-à-dire de la montagne. Ils sont plutôt dans des régions plates. Ils ont fait pas mal d'ultra, mais ils sont jamais pris la vraie tempête de neige, quoi.
Et nous, on se l'apprend régulièrement. Enfin, moi, je me l'apprends régulièrement l'hiver parce que tu sors en ski de rando, puis d'un coup, il y a un coup de vent et tout, et alors tu redescends vite, hein, mais au moins, tu vois ce que ça fait. Tu vois ce qu'il faut comme matos, les réflexes à avoir, et t'apprends. Et ceux qui l'ont pas déjà fait une fois, ben, ils sont surpris. Puis là, c'est au bout de 5 jours de course. C'est pas comme si tu étais en pleine forme, en pleine position de tes moyens, lucide et tout, quoi. Ouais, ça impacte le moral et forcément, ça impacte ta performance ou ta capacité de réagir par rapport à ce C'est qui se ça. passe aux conditions. Euh, Des trailers à l'international, tu t'en as rencontré forcément. Tu arrives à courir en groupe. La plupart du temps ce type d'ultra, tu cours en groupe, tu cours seul. Comment ça se passe? Ouais, Qu'est-ce plutôt. que tu préfères? Ouais, souvent en groupe. Alors en groupe, c'est un groupe de deux ou trois, hein, généralement. On n'est pas non plus Ouais. 32. Mais ouais, souvent en groupe. C'est-à-dire, autant la journée, je sais pas vraiment de préférence, que ce soit en groupe ou tout seul, ça passe très bien. Autant c'est vrai que la nuit, surtout quand tu as un petit peu d'orientation, bon, c'est pas l'orientation du Tour des Glaciers, c'est pas énorme, hein, mais pour peu que tu sois dans un pierrier la nuit, ça peut devenir un petit peu problématique. Et tu t'aperçois que tu gagnes énormément de temps en fait à être minimum deux. C'est-à-dire que la petite marque qui était un peu planquée derrière un rocher et que t'as pas vu et qui fait que tu vas partir 20 mètres à droite et que voilà, tu vas te perdre pendant 2 minutes, ben, l'autre l'aura vu la plupart du temps. Et donc, quand tu es à deux la nuit, finalement, tu regagnes largement ce que tu as perdu à attendre peut-être 5 minutes ou 10 minutes au ravito à être plusieurs. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, je suis pas tout seul. Après, en fonction des circonstances de course, des besoins de sommeil ou quoi, Ouais, voilà, c'est un peu la loterie. forcément, C'est ouais. vrai que l'avantage aussi de courir de nuit, c'est les faisceaux des frontales, hein, tout simplement Ouais. pour avoir une vision qui est beaucoup plus claire sur les passages. Donc, la navigation, pour toi, c'est une chose sur laquelle tu avais travaillé avant le Tour des Glaciers, parce que sur d'autres ultras, il n'y en a pas forcément. Est-ce Alors que oui et tu non. est-ce que tu t'en faisais des montagnes? Bah, je me posais la question, en fait. Et du coup, je suis allé me faire une petite course de 100 bornes vers Marseille, je me rappelle plus son nom, Ouais, où il y avait une partie navigation. En fait, c'était une course à la base de 50 bornes, et puis ils l'ont rallongé de 50, et les 50 autres étaient pas balisés, pour voir. Et puis, bah, c'était trop facile, quoi. Enfin, c'était bon, c'était comme le Tour des Glaciers, sauf qu'en plus, t'as pas les parties en KS. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu es sur ton sentier, bah, tu suis ton sentier, et puis voilà, quoi. Il y a qu'aux bifurcations, finalement, où tu peux te planter. Et Tour des Glaciers, c'est pareil, hein, finalement, je trouve pas que la navigation soit un élément vraiment qui distingue la course. Alors, systématiquement, même là, à cette édition, j'ai encore réussi à faire un petit détour, on va dire, ouais. même si je commence à connaître. Mais on va dire que à la pire des éditions, j'ai dû perdre 1 heure au total en 3 fois un quart d'heure ou 4 fois un quart d'heure en Ok. me paumant. T'es assez Avec vigilant sur le tracé, sur ta montre. Tu cours Ouais, avec une c'est plus montre? que je mets la montre, voilà, je Ouais, mets la montre, elle va sonner. Donc, ok, enfin, elle va sonner si m'éloigne du parcours. d'accord. Plutôt trop que pas assez, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, elle sonne, et puis c'est pas, je suis sur le parcours, c'est juste la précision du GPS. Ok. Mais ouais, j'utilise beaucoup la montre quand même. Mais bon, malgré tout, tu as des passages. Bon, faut savoir que il y a quelques coins où le GPS passe pas bien. Ouais, j'ai Euh, vu. Ouais, voilà. Donc maintenant, on les connaît. Donc on se fie moins à la montre et plus au chemin sur ces coins-là. Mais c'est vrai que la première année, ça nous avait posé quelques soucis. Du coup, C'est pas tant. Enfin, la montre, en plus, elle te dit pas qu'elle a pas de signal, hein. Elle croit que c'est bon, mais en fait, je me rappelle, il y a un endroit où tu as des parois rocheuses, en fait. Et je pense que le signal rebondit sur les parois rocheuses et la montre, elle est paumée, quoi. moi, j'ai bien galéré du côté de Gressoney-Saint-Jean. Je sais pas Ouais. si c'est une portion À l'arrivée ou au suffisamment départ? au départ. Ouais, parce qu'après Gressoney-Saint-Jean, il faut savoir aussi que la trace est fausse, ouais. Ah, Tu remontes d'accord. la vallée, t'es allé te Ouais. balader sur un parking et t'as pas pu traverser la rivière, c'est ça? Ouais, je suis allé me balader sur un parking, ouais. Et après, on a T'es à gauche de la rivière, à un moment, ils te font traverser vers la droite, tu te Ouais, retrouves sur un grand parking, et là, il était censé traverser la rivière. Bah, il fallait jamais traverser dès le départ. ok. Ça, on m'a appris à la dure à la première session, puis maintenant je le dis autour de moi quand Ok, ok. voilà, faut passer tout droit là. Bon, Ouais. les bons tips. Tu évoquais tout à l'heure la notion de danger sur le parcours. Comment est-ce que tu appréhendes ça avec ta famille? Est-ce qu'ils ont conscience du danger que tu peux prendre, enfin des dangers que tu peux prendre sur un parcours comme le Tour des Glaciers? Comment tu deals avec eux par rapport à cet aspect?
Ouais, je pense que, avec l'expérience que j'ai, le nombre de courses que j'ai fait, ils savent que je vais pas prendre de risques inconsidérés non plus, hein. C'est comme je te disais, la première fois que je suis arrivé à ce passage technique là sur le Tour des Glaciers, j'ai attendu un quart d'heure et j'étais prêt à arrêter la course et à redescendre de l'autre côté, hein. Donc non, j'ai pas vraiment tant de problèmes que ça. Ils font confiance. Et puis bon, je prends pas beaucoup de risques, hein. Tu vois, on parlait de ski de rando par exemple. La plupart des puristes te diront que je fais pas du ski de rando, hein. Je monte à côté des pistes parce que je veux pas aller me balader, prendre des risques sur le niveau logique et tout ça. Donc c'est plus pour l'entraînement et donc je monte à côté des pistes la plupart du temps. Donc je prends pas énormément de risques, hein, Ouais, honnêtement. tu sais faire demi-tour quand il Ah faut. oui, oui, oui. Ouais, D'accord. ouais. Ça, je pense que c'est une notion qui est assez essentielle hein, quand on pratique la montagne, c'est de ne pas vouloir passer à tout prix, quoi. Il y a des fois où bah, tu sens que ça peut le faire et que tu es en sécurité, et d'autres, tu ressens le danger, hein, c'est palpable, hein. Il y a des Bah, d'ailleurs, sites. j'ai une petite anecdote sur la fois où on a fini dans la tempête de neige au Barasson, là. Ouais, On est là-haut à 1 heure du mat ou quelque chose comme ça, mais en fait, à 21 heures, en bas du col, 1 000 mètres plus bas, on voit qu'il commence à pleuvoir, qu'il commence à y avoir du vent et tout. Et en fait, il y a une petite cabane, enfin un petit abri où tu peux te mettre en bas. On s'arrête à cet abri et en fait, j'ai appelé l'organisation en leur disant est-ce qu'on continue ou est-ce que vous nous envoyez sur le parcours de repli parce que les conditions sont pas bonnes, quoi. Et l'organisation a vraiment même pas compris mon appel. Ils disent mais vous avez un problème? Non, non, tout va bien. Et vous avez pas votre matos obligatoire? Si, si, on l'a. Alors montez. alors tout va bien. Non, mais là, il pleut, il vente. Si ça empire et puis qu'on monte au sommet, ça va être costaud, quoi. Ouais, non, non, allez-y. Puis bon, bah, au final, ils ont appelé les secours eux aussi, mais D'accord. Donc ouais, il y a quand même un décalage entre la perception terrain et puis ce que peut avoir l'organisation comme vision sur ce qui se passe sur le terrain, quoi. c'est-à-dire qu'ils ont vraiment attendu que la tempête soit là. Nous, on l'a vu arriver. Enfin, vu arriver, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on les a appelés. Aussi bien ils te disent non, non, vous êtes au pire du truc, ça va se calmer. Puis il y a aucun souci. Ouais. Bon, c'est pas le cas, quoi. Mais c'est clair que toi, tu as un peu l'habitude d'aller en montagne. Tu vois cette évolution du temps, tu vois où tu en es, tu vois que tu vas monter encore de plus de 1 000 mètres. Si t'as pas une garantie que ça sera mis en route, il va pas. C'est un de ces jours où la course, tu la fais pas. Et puis voilà, c'est tout. Je serais curieux d'avoir leur version pour savoir le nombre d'appels sur une course comme celle-ci. Alors, ils doivent être au four au moulin, hein, et avoir des appels de personnes du Thor des Géants, du Thor des Glaciers, et peut-être d'autres du public, hein, enfin du public, des Oui, oui, des accompagnants, quoi, spectateurs. Ouais. spectateurs. Ça Ouais, doit c'est être possible. assez Oui, puis c'est vrai que compliqué sur une aussi. semaine, tu as toujours des passages où il fait mauvais, et tu as toujours des gens qui sont au sommet à ce moment-là, donc de toute façon, il va y avoir une Ouais. situation délicate. Je sais pas quand à quel moment ils déclenchent. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des guides sur place qui se rendent? Ouais, je serais curieux de savoir. Je serais curieux de Alors, ils savoir. sont, comme tu dis, hein, c'est la mentalité italienne, ils attendent longtemps, hein. La première année, voilà, on était un peu surpris d'où ils nous est passé alors que c'était verglacé et tout ça. Et du coup, l'année suivante, je me rappelle qu'au retrait des dossards, il y a un gars qui avait pas fait la première édition qui demandait comment ça se passe les parcours de repli. Et à ce moment-là, j'étais avec Luca Papi juste derrière lui dans la queue, et on lui a tous les deux répondu non, non, mais les parcours de repli, c'est pour la préfecture, tu vois. Et il y avait Catherine Politi à côté qui dit ouais, non, généralement, on les prend pas. Donc elle confirme. Alors Ok. depuis cette année, on en a pris un. Donc ça prouve qu'ils ont progressé. On n'a pas fait le Mont-Gelé. Ouais. Et c'est vrai que le Mont-Gelé dans la tempête, bah, c'est Bréchon à tester. Ça doit pas être, ça Ça doit pas doit être pas être sympa. fun. Ouais, ouais, ouais. Ça doit Ok. pas être fun. Ouais. Bon. Et il a fait. Ouais, c'est vrai qu'il a. Ça détonne un peu son niveau par rapport au reste des, Ah des oui. coureurs. Moi, c'est impressionnant. Tu vois qu'il confirme, d'une édition à l'autre, il confirme sa position de numéro un, et puis il amplifie hein, le phénomène. Donc après, cette saison, je Et en vois même que... temps, je m'attendais un peu à ce qu'il y ait comme ça une marche par rapport au temps qu'avait mis Luca Papi au départ. Ouais, Parce que pour moi, à mon niveau à moi, je sais très bien quel est mon niveau par rapport à l'élite, si tu veux. Et l'élite n'était pas à sa place. C'est-à-dire que moi, normalement, je mets plus 50% du temps de l'élite, et on n'y était pas du tout, quoi. ok.
Et là, ça y est, on y est maintenant. Donc, je pense que voilà. Ouais, je pense qu'il a mis une bonne marge pour Et aller le il a chercher. mis combien à 15 heures au temps précédent, quoi. Enfin, Ouais, pour aller le chercher, ça va être dur. Ça va être dur. ah oui. Cette édition, il y a sur le Tour des Géants, il y a, je sais pas si tu es au courant, François Daen qui s'est positionné pour J'ai faire le vu Tour des ça. Géants. Donc je pense qu'on va encore On attend le avoir temps voilà. de référence là. Ouais, ouais. Alors ça va être beau et je sais pas s'il montera sur Tour des Glaciers s'il termine. Il faut déjà terminer le Tour des Géants Ouais. dans un temps imparti. Donc Bon, le temps sera pas le problème, mais il faut je déjà pense qu'il y terminer. aura pas Voilà. trop de problèmes, mais il faut terminer. Voilà. Voilà. Euh, le, j'allais dire le côté technique sur une épreuve comme celle-ci. Moi, je t'ai suivi pendant un long moment dans les montées. Tu es assez grand, Seb, et je trouve ta posture très, très ouverte sur le haut du corps. Tu vas chercher Ouais. très loin avec les bâtons Ouais, je et, pousse énormément. et tu pousses énormément. Ah ouais, ouais. Euh, Ah, mais moi, tu vois, par exemple, on m'a toujours demandé, t'avais jamais fait la diagonale des fous? Et j'ai toujours répondu, mais je peux pas, j'ai pas de bâton, je peux plus. Quand j'ai plus de bâton, je suis mort, hein. Je te jure, de temps en temps, à l'entraînement, j'oublie les bâtons dans le mauvais coffre de voiture ou quoi, et je pars sans bâton et je pleure. Non, non, ouais, je pousse énormément sur les bâtons, et ça, c'est sûr que sur le Tour des Glaciers, vu les montées qu'on se prend, ça aide un petit peu à garder les jambes pour toute la course, quoi. ouais, ça m'a impressionné. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est moi qui suis pas dans la bonne posture, la bonne technique? Est-ce qu'il faut que j'adapte? Mais je pense que c'est T'attends pas. propre c'est propre à chaque Ouais. coureur. Je m'attends pas à avoir la bonne technique ou qu'il y ait une bonne technique, j'en sais rien. Moi, ça marche comme ça, et c'est vrai que je pousse beaucoup, beaucoup sur les bâtons. Ouais. Ouais. Peut-être le ski aussi. Possible, ouais, ouais, c'est sûr que c'est, c'est toujours des bâtons en ski et spécialement en ski alpi, mais je sais pas. Ok. C'est juste naturel pour moi et je trouve que ça passe mieux comme ça. Donc, et je les utilise beaucoup en descente aussi. En fait, moi, je quitte jamais mes bâtons. Je les ai toujours, toujours, toujours. Ouais, c'est Je vois vrai qu'ils que rentrent dans le sac et tout, et moi, je les ai toujours. c'est Je quand pousse même avec en une bonne marche aide. nordique un peu sur le plat. En descente, je m'en sers pour équilibrer et puis en montée pour pousser. Sur quatre pieds. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un petit refuge, un petit passage chouchou sur ce tracé, sur ce parcours? Un truc euh, qui te, qui te fait plaisir à chaque fois où tu Beaucoup, dis hein. comment? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Si tu parles de petits passages, je dirais avant le refuge Coda, les petites crêtes, elles sont sympas là. Ouais. Il y a des petits bouts de, alors, on peut pas dire de via ferrata, c'est vraiment des petites cordes, mais c'est vraiment très sympa. J'adore ce passage-là. Alors, si tant est que tu le prends pas sous la flotte dans des mauvaises conditions, Ouais, je l'ai euh, déjà pris sous la flotte aussi. Bon, ouais, ouais, t'aimes bien ce passage, d'accord. ouais, Et ouais, c'est. parlant de flotte, tu as dû prendre pas mal de pluie justement après Coda, peut-être? Cette année, je me rappelle plus où on a pris la pluie cette année. Il y a une fois où je me rappelle sortir de Coda dans une pluie, mais pas possible, où je Ouais, tenais à c'est peine ça. debout. Mais on C'est avait ça. attendu 1 heure et demie, mais c'était pas cette année, si. Cette année, Bon, alors moi j'ai pris la pluie après Coda ouais, pendant la peut-être. nuit après Coda et c'était assez dantesque, ouais. Ouais. Ouais, Alors ouais. ça dépend, c'est vrai que d'une vallée à l'autre. Bon, la Euh, pluie, moi, comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il y a que mauvais équipement. C'est le cas. Je veux dire, si tu as une bonne Gore-Tex, ça passe. Moi, le problème, c'est pas tant la pluie, je dirais, c'est la durée de la pluie. ouais, C'est pas un truc que j'ai eu trop sur le Tour des Glaciers jusque-là, mais ça m'est arrivé sur l'UTMJ, l'Ultra Trail des Monts Jura, première édition, il y a, je sais plus, l'année Covid, donc ça devait être 2020. La course avait quand même eu lieu, un miracle. Et là, on a pris, j'ai mis 32 heures, j'ai eu 31 heures de pluie, quoi. Et il y avait un rayon de soleil sur la ligne d'arrivée, mais et là, c'est compliqué parce que t'arrives plus à sécher. Alors les vêtements, j'ai appris à ce moment-là qu'une Gore-Tex, ben ouais, ça retient l'eau pendant allez, 15 heures, quoi. Mais au bout de 15 heures, ça passe aussi. ouais. Et en fait, le truc, c'est comme ça sèche en une demi-heure, c'est rare que tu aies 15 heures de pluie non-stop sans une demi-heure d'arrêt. Donc généralement, ta Gore-Tex, tu considères elle est royale, quoi. Bah, pas là. Et puis pareil, c'est pour les pieds après. Ouais, effectivement. C'est vrai que garder des pieds en bon état, s'ils sont tout le temps dans l'eau, là, c'est vraiment compliqué. Comment tu prépares tes pieds? Est-ce que tu tannes tes pieds? Est-ce que tu as une préparation particulière? Pas spécialement. À peu près rien, si ce n'est que je me pointe pas sur une course comme ça sans en avoir fait une autre avant, typiquement un mois et demi avant. Ouais, Voilà, parce que en fait la première longue course de l'année, donc quand je dis longue, on va parler de
plus de 36 heures, quoi. Ouais. C'est là que tu fais vraiment les pieds. Donc, généralement, je fais un premier 100 miles, ou cette année, j'étais comme Liger Trail, là, ils ont fait un 250, là. J'étais dessus. Voilà. Mais sinon, non, je fais rien de spécial. Pas de tannage ou quoi. Ok, donc tu évoques quand même un 250 positionné sur une saison, ça fait déjà deux gros ultras. Ouais. Tu en rajoutes en off, Non, c'était mes deux courses de la saison. J'ai fait un off qui était censé faire 100 km. Et puis, bah, tu vois, on en parlait. Il y a eu de l'orage et tout. Donc, on a fait demi-tour. On D'accord, a fait que ça borne. Mais non, j'ai fait que deux courses cette année. ok. Bon, ça fait un nombre de kilomètres raisonnable, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la suite du parcours sur le Thor des Glaciers? Comment tu passes, j'allais dire, depuis Donas, par exemple, Gressoney, et puis Oyas, et vers la fin? Comment ça se passe pour toi, généralement? Bah, moi, une fois passé, je dirais, ouais, les 48 premières heures, ce qu'on disait tout à l'heure, après, c'est assez constant, quoi. C'est vraiment, à la fois sur la vitesse de progression, à la fois sur le mental et tout ça. Pour moi, c'est une longue randonnée très sympa où je profite des refuges. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'à partir de 48 heures, t'as que des refuges super géniaux. Alors que c'est vrai que les premiers, Elisabetta des Fennes, on a déjà parlé des Fennes, sont un petit peu moins à la hauteur. Mais à partir de là, généralement, c'est le bonheur, quoi. Donc, ouais, assez constant, pas trop de gros coups de mou généralement. Si je m'alimente correctement, j'arrive à les éviter. Donc, on profite. Après, il y a des parties un peu plus techniques, un peu plus dures, suivant quand tu les passes. Je me rappelle d'un col de l'Africola, je crois que c'était l'année dernière, où Il est c'était costaud. dur. Il est costaud, ouais. Ouais, les courses, bah, cette année, il est bien passé en 2023, mais en 2022, ouais, je l'avais pris un peu en travers. Mais non, assez régulier. J'ai souvent une petite baisse de morale, plutôt vers comment ça s'appelle, l'Astombeco, là, quand Ouais, t'es sur les pistes de ski là-bas, ouais. à coup de paysage, quoi. Moi, t'es dans les bulldozers et les pistes de ski refaites à coup de bulldozer, justement, c'est pas terrible. Mais sinon, Alors moi, j'ai terminé là-bas cette édition ouais, j'ai vu, ouais. à cause de l'œdème au pied. Et puis surtout, alors j'aurais pu continuer, je voulais continuer, mais j'ai dû arrêter à cause des barrières horaires. J'y étais plus, hein. Ouais, c'est là que tu sais si Champignon, tu vas passer champignon, ouais. champignon, j'y étais plus. J'étais hors délai de toute façon. Ouais, non, Et, mais cette barrière de et, et, champignon, de toute façon, il faut qu'ils la modifient. Si tu as la direction, tu leur demanderas aussi, mais elle est et- bizarre. et c'est vrai que euh, l'hôtel Lostambeco, tu as un décalage énorme entre le confort que tu peux trouver sur cet hôtel, hein, et puis la réalité de la course. Donc finalement, le rapport entre ces temps où tu es en refuge et le reste de la course, tu vois, ça fait un pic de confort et tu C'est vrai. sors, tu sors, t'as froid, t'es gelé et tu dois repartir. Et puis t'es dans la boue, dans les. Ouais. Ouais. Comment tu gères cette partie-là sur le plan psycho? Je me pose pas trop de questions, hein. Je sais qu'il faut repartir. Je remets les vêtements et puis je pars. Et puis ouais, tu te cailles pendant 10 minutes et puis après tu te réchauffes et ça repart. J'avoue que je suis un peu en mode automatique. D'ailleurs, je m'en aperçois parce que je m'aperçois que le début de course, les 48 premières heures, j'ai beaucoup de souvenirs bien précis. Et Ouais. ensuite, sur la suite de la course, il y a des grandes parties où j'ai pas vraiment de souvenirs en fait. Où tu sens vraiment que tu es en mode complètement automatique et le cerveau il enregistre même plus et puis tu avances sans te poser de questions, quoi. C'est c'est Donc un point intéressant que tu évoques, le côté presque machine, presque ouais. automatique, quoi, de laisser le cerveau de côté pour continuer et d'avancer et mettre un pied devant l'autre, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et je pense qu'il y a quand même des passages comme ça, on s'en rend pas vraiment compte quand on est dedans, bah, puisque je m'en rappelle pas trop. Ouais. Mais je pense qu'il y a des heures entières où tu es vraiment complètement en mode automatique, ouais. Ouais. Ça veut pas dire que t'en profites pas, hein, ceci dit, mais tu te poses pas la question, sais juste qu'il faut avancer, il y a, je sais pas, 1000 mètres de dénivelé à faire, bon bah voilà, tu les fais tranquille, ça prendra peut-être 2 heures, mais t'arrives en haut, bah il y a 1000 mètres de dénivelé négatif, bah tu les fais, et puis voilà. Ouais. Des grands coups de mou sur le côté psychologique. Toi, quand tu es vraiment dans le creux, à quoi tu te Mhm. rattaches? À quoi tu te rattaches Bah, et vers quoi tu te tournes pour trouver un petit peu le supplément d'âme qui te permet d'avancer? je t'avoue que cette année, ça m'est pas arrivé, ce qui était
une grosse performance pour moi par rapport aux 3 éditions précédentes, où à Ouais. chaque fois j'en ai mis un ou deux. Et à quoi je me rattache généralement aux autres, quoi. C'est-à-dire que bon, à ce moment-là, normalement, t'avances plus, donc t'as forcément quelqu'un qui te rattrape ou tu étais déjà avec quelqu'un. Et là, généralement, c'est les autres qui font repartir, clairement, hein. Sur une édition, on avait pris la pluie. Puis comment ça s'était passé? La pluie était arrivée d'un coup d'un seul, et au moment de mettre ma Gore-Tex, je pose mon sac par terre. Et ça a tellement été brutal cette pluie qu'un torrent s'est formé, mais dans l'instant. C'est-à-dire qu'on a vu une vague d'eau arriver en fait sur le chemin, et ça a embarqué mon sac. Donc le sac était ouvert, il s'est rempli de boue. Enfin, voilà, j'étais déjà au fond du trou à ce moment-là, j'étais pas bien. Et à ça en plus, j'étais démoralisé. On était 1 heure en retard sur ce qu'on pensait être nécessaire pour les barrières horaires, donc je commençais à me dire que j'y arriverais pas. Enfin bon. Et là, j'arrive au ravito un peu démoralisé, et il y avait des gars qui étaient montés avec moi avant. Et les mecs me disent bon Sébastien, t'as déjà commandé à bouffer, ton assiette elle est là, on se réveille dans 2 heures, tu mets ta montre à telle heure, tu te poses pas de questions, tu bouffes, tu dors et on repart. Ok. Et Ok, les gars. voilà. Et moi tout seul, là, franchement, ça aurait été difficile, mais j'ai pas eu à me poser de questions. J'ai dit, ok, d'accord. Et puis 2 heures plus tard, une fois reposé, tout allait bien, et puis on Ouais, est reparti. l'entraide, tu vois, il y a des moments comme ça où tu as d'autres coureurs qui, je sais pas, ils captent des signaux, ils voient que Ouais, toi, ouais, tu ils voient roules bien moins que bien. voilà, c'est ça. Et, et c'est, Et là, en fin de peloton, c'est clair que ça joue énormément, hein. ouais, Dans les deux sens, ça m'est arrivé de faire la même chose pour quelqu'un. Enfin, ouais, cette notion de partage, de solidarité et d'esprit trail, de camaraderie, hein, c'est un peu ce qu'on ouais, c'est ça. retrouve aujourd'hui. Toi, t'as couru sur cette édition, sur une autre édition avec des coureurs étrangers? Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est vrai qu'au Tour des Glaciers, finalement, il y a quand même beaucoup de Français et d'Italiens. Ouais, C'est beaucoup, ouais. 50-50, et puis après, bon, il y a quelques autres, mais ouais, ouais, non, ça m'est arrivé. Bon, moi, tu sais, je suis dans un environnement très international au boulot, je parle anglais toute la journée, donc c'est généralement pas un gros souci. Ouais. Mais ouais, ouais, je me rappelle d'une Chinoise perdue dans le Lauson, là. J'ai des souvenirs assez précis. C'était vraiment dur pour elle, mais ouais, ouais. C'est J'en sympa, je me ai rappelle. sur cette Vas-y. édition-là, sur cette édition, non? Non, non, c'était sur un Tour des Géants, donc c'est il y a quelques années déjà. D'accord, parce que j'en ai croisé une là sur cette édition. Elle voulait partir, mais droit dans la pente à un moment, parce que son tracé elle lui indiquait la direction carrément opposée, quoi. Mhm. Et j'ai dû la tirer par la manche et lui dire non, non, c'est par là, regarde, tout le monde y va, Ouais. suis-nous, quoi. Il y a des moments aussi, tu peux être perdu, tu peux avoir peut-être des hallucinations, tu vois, la boussole est un peu déréglée, tu perds le nord. Mhm. Toi, ça t'arrive, comment tu gères quand tu as des halus, comment tu t'es alerté par rapport à ça? Est-ce que tu en as? Alors, j'ai jamais eu des hallucinations vraiment, comment dirais-je. Disons, j'ai jamais cru aux hallucinations, en fait, c'est ça l'idée. J'ai jamais eu une hallucination qui dure plus de 3 secondes, où tu te dis, il fait quoi ce type-là? Ah non, c'est un rocher. Et voilà, c'est pas plus long que ça, si tu veux. Mhm. Donc, généralement, le cerveau est encore en capacité de se rendre compte que c'est une hallucination, même si, effectivement, je crois voir quelqu'un à la place du rocher, mais ça dure 2 secondes. Ok. Après, quand ça commence à arriver, généralement, je commence un peu à tituber aussi. Je me couche 5 minutes par terre. Alors, c'est là aussi que s'il pleut, c'est plus compliqué. Ouais. Mais tant qu'il fait sec, voilà. Et les 5 minutes, 7 minutes max, ça te retape pour quelques heures, en espérant arriver au ravito suivant, enfin au refuge suivant, et puis là, tu dors, quoi. Mais voilà, j'ai jamais eu beaucoup plus que ça, donc je m'en tire bien, on va dire. Les émotions, ça fait partie beaucoup du voyage, hein. Ouais. On évolue avec du up, du down, et vers l'arrivée, j'imagine aussi que tu peux avoir une charge émotionnelle qui est assez forte. Ouais, Euh, ouais. que- alors, on parle de gestion des émotions. Comment tu les accueilles, toi? Ah bah écoute, tu profites quand elles sont bonnes, et puis tu fais le rang quand elles sont mauvaises, hein, c'est clair. Non, non, mais après, c'est vrai que tu as raison de parler de gestion, parce que, bon, quand elles sont mauvaises, effectivement, faut gérer la panne, on va dire, et puis attendre que ça passe, avoir les bons réflexes de reprendre peut-être un peu de nourriture, ou voilà. Mais quand elles sont bonnes, faut aussi pas trop s'enthousiasmer, hein, parce que tu peux te payer très très cher après. Tu sais que ça va redescendre de toute façon, et c'est pas du tout le moment d'accélérer ou de se mettre à courir ou quoi. Donc à gérer aussi, mais il faut en profiter quand même.
Donc, tu es plutôt dans un rapport à l'émotion dans le contrôle, tu dirais? Bah, disons, en gestion de course, quoi. Sur la fin, tu peux te laisser aller, mais c'est vrai que quand il reste encore 100 bornes, 200 bornes, ouais, c'est pas fini, quoi. Et D'accord. j'avoue que je me suis laissé faire plusieurs fois ça sur des ultras. Bon, maintenant, ça me le fait un peu moins parce que je commence à avoir plus l'expérience de ça, mais tu es sur une course très très longue, donc mettons le Tour des Géants. Je me rappelle le premier Tour des Géants, je passe à... Donc on passait presque à Bonatti à l'époque, on descendait un peu là, et tu dis, bah ça y est, c'est fini, quoi. Je suis arrivé, allez, je me mets à courir, je termine. Ouais, mais il reste 40 bornes, en fait. C'est sûr, quand on a fait 300, je sais pas que j'avais 370 au compteur, donc bon, si on a fait 330, les 40, c'est pas ça, tu vas finir la course, hein. Ouais. Mais en fait, tu vas pas les tenir en courant les 40 bornes, il faut pas arriver. Et en fait, je me suis complètement mis dans le rouge et il me restait 20 bornes quand j'étais mort, et j'ai dû m'arrêter et même dormir un petit coup, enfin, tu vois. Ah, Donc, tu l'as payé tout de voilà, suite après, quoi. je l'ai payé plusieurs fois comme ça, à m'enthousiasmer un peu trop sur l'arrivée d'un ultra. Et donc maintenant, jusqu'à vraiment la dernière descente, je me contrôle, quoi. D'accord. Et à quel moment tu lâches? Bah, quand tu es dans la dernière descente, ouais. Vraiment Donc, là? quand il y a vraiment plus qu'à descendre, ouais. Qu'il reste moins de 2 heures et que. Hmm. Donc là, tu t'acceptes, tu fais péter tu fais péter le Bah, généralement, contrôle. je me remets à courir, enfin, si les pieds sont en état, ouais. Ouais. Et puis là, ouais, j'en profite vraiment. Bon, après, c'est. Sur le Tour des Glaciers, c'est particulier parce que avant d'arriver au dernier refuge, là, t'as une vue, tu fais cette crête là. Ouais. Je me rappelle plus le nom des, mais t'as une vue sur le Mont Blanc qui est magnifique. C'est peut-être la plus belle vue de tout le parcours. Et donc, tu te demandes si tu cours, mais dans ce cas-là, faut regarder par terre. Alors, si tu profites de la vue, comme tu sais que t'es arrivé et que t'as le temps, si tu profites pas un petit peu, t'as envie de pique-niquer là-haut pour pas que ça s'arrête, quoi, tu vois. Mais ouais, non, à ce moment-là, tu lâches un peu. Ok. Mais jusque-là, c'est vrai que je reste bien dans le contrôle quand même. Ouais, non, c'est important d'avoir ton approche aussi, de la partager. Euh, Comment bon, tu arrives, généralement, t'es dans quel état? T'es entouré de tes proches? Tu célèbres Au départ, comment? Non, non, l'arrivée, je parle à du l'arrivée à moment la de fin, l'arrivée. Ouais, alors moi, j'avoue que la famille, elle court pas du tout, et donc généralement, ils viennent pas me voir hein, sur les courses. Je suis d'accord. tout seul de A à Z. Puis j'aime bien en fait aussi cet aspect, comment dire, autonomie complète, quoi. Ouais, C'est-à-dire, c'est de A à Z, c'est moi qui fais mon sac. Au ravito, je suis tout seul avec mon sac. Voilà, ok, l'arrivée, pareil, généralement, il y a personne. ok. Des fois, il y a un copain qui vient me voir, mais et j'ai l'impression d'avoir, comment dire, c'est moi qui ai vaincu la course, si tu veux. C'est pas. Ouais, ouais, c'est une pleine victoire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit peu l'idée, ouais. Non, puis je vois ces courses comme effectivement, enfin moi c'est plus l'aspect gestion autonomie qui m'intéresse que la performance. De toute façon, ouais, même si je voulais essayer d'être classé, j'ai pas le niveau, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est quand je me suis bien débrouillé, que j'ai pas fait d'erreur, que j'ai pas oublié un truc dans mon sac, voilà, je suis content de moi, quoi. Et donc, Tu célèbres vraiment le dimanche, là, sur le Thor, il y a la remise ouais. des t-shirts finisher. C'est un moment important pour toi? Ben écoute, je suis pas allé très souvent, hein, je dois t'avouer. J'y étais cette année. La vraie raison pour laquelle j'y étais cette année, c'est clair, c'est parce que le tunnel était censé être fermé entre Chamonix et Courmayeur. En Ok. fait, la petite histoire, c'est que le Thor a toujours lieu la semaine de l'anniversaire de ma mère. Et généralement, on le fête le dimanche. Donc, généralement, je reprends le bus illico hein, pour Ok. aller célébrer ça le dimanche. Voilà. Et donc, souvent, j'y suis pas à la remise. Mais là, cette année, c'était pas jouable. Enfin, ça paraissait pas jouable parce que le tunnel était censé être fermé. Donc, on avait reporté à la semaine suivante. Ok. Au final, il était ouvert, mais bon, ça, c'était Bon, ouais, c'était les l'inconnu. moments. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa. Hein. Du coup, j'y suis allé 2 fois au total sur 6 éditions. Donc, tu vois qu'il n'y avait pas très souvent. Ouais. Et c'est quand même sympa, mais c'est surtout, enfin moi, c'est pas tant la célébration de l'arrivée, tout ça, c'est surtout de revoir, Eh oui, voilà, je t'ai reposé là-bas, et puis tous ceux que tu as vus pendant la course, que tu as peut-être perdu de vue en milieu de course, en fin de course, enfin peu importe, tu te pour savoir, racontes un voilà, peu les histoires, ouais, et comment voilà, t'as comment ça vécu la s'est course. passé, Ouais. voilà, tu avais bien de dormir, est-ce que ça t'a retapé, est-ce que tu as pu arriver, enfin voilà quoi. Ok, ouais, c'est un moment sympa entre Ouais, c'est coureurs vraiment aussi. très sympa, ouais. Ça prolonge un peu la course. Exactement. Ouais, ok. Ça prolonge la semaine, ouais. Ouais. Comment tu te projettes aujourd'hui sur ta saison 2024? Une question qu'on me pose tout le temps, et moi j'avoue que je projette pas beaucoup. Je trouve que le Covid nous a apporté un truc génial, c'est qu'il n'y a plus besoin de s'inscrire un an à l'avance aux courses. Et, et ça me fait bien plaisir.
Parce que là, si tu veux, pour l'instant, je me projette sur mes journées de ski, enfin mes journées de ski qui viennent. Et puis on verra bien, suivant combien il y a de neige, quand est-ce qu'on arrête la saison de ski, quand est-ce qu'on commence le trail, et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a des courses, alors, cette saison ou les prochaines saisons, ou dans 10 ans ou plus, auxquelles tu aimerais participer? Qu'est-ce qui te fait envie, comme trail ou comme aventure peut-être? Parce que le Thor des Glaciers, c'est un ultra trail, mais je pense qu'on est dans l'aventure. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est plus vraiment une course comme tu peux l'avoir à l'UTMB, c'est vraiment une balade, mais avec un aspect aventure, ouais, c'est clair. Ou alors, c'est peut-être sans dossard, hein, ça peut être Ouais. en off, perso, en groupe, je sais pas. Écoute, il y Voilà. a un truc que j'essaie de faire depuis, ça fait 3 fois qu'on fait une tentative et 3 fois qu'on échoue. Et je commence à être un peu énervé parce que j'ai jamais, en fait, sur toutes les courses que j'ai fait dans ma vie, tous les ultras que j'ai fait, j'ai toujours tout fini, quoi. Il n'y a pas une course où j'ai arrêté avant la fin. Et là, c'est en off, mais ça fait 3 fois qu'on arrête avant la fin, quoi. Alors la dernière fois, il y avait de l'orage. Bon, ok, on va dire que ça compte pas. Mais c'est un Tour des Bauges. Alors, je sais pas si tu connais le massif des Bauges, mais dans Un le petit massif peu, des ouais. Bauges, Ouais, ouais, ouais. il y a 14 sommets de plus de 2000 et il y a un des trucs classiques des Bauges, des gens du coin, c'est de les faire tous. Et donc maintenant que le trail a pris un peu des dimensions, il y a beaucoup de gens qui les font tous en une fois, quoi. Et le truc, c'est que je voulais le faire, mais vraiment en circuit complet. Il y en a beaucoup qui partent du premier pour aller jusqu'au dernier, puis tu prends la voiture pour rentrer, quoi. Et Ok. donc là, on voulait faire vraiment, tu poses la voiture quelque part, à l'endroit le plus qui marche le mieux, quoi. Donc vers Septenay par là-bas, et de faire le tour total. Donc il y a que 100 bornes quelque part, mais par contre c'est hyper technique. Et puis t'as 12 ou 13 000 mètres de dénivelé, je sais plus, sur 100 bornes, donc c'est costaud. Donc ça, c'est un des projets à remettre cette année, clairement. Bah, écoute, si tu le fais, si tu es dans l'optique de le faire à plusieurs, il faudra pas hésiter à me faire un appel du pied. Écoute, on y pensera. Ouais, je sais pas, il faut qu'on trouve une date. J'ai déjà un autre copain Tu pourrais qui se était greffer avec moi la dessus. dernière quand on a bâché la dernière fois, mais ouais. Ok, ok, très bien. Bon, bah écoute, euh, c'était un plaisir de pouvoir Pareil. découvrir un petit peu le Sébastien Ponce, un peu plus que ce que j'ai vu sur le Thor, et puis d'en apprendre un peu plus sur ta pratique avant la course, et puis ce qui se passe dans la tête, c'est intéressant aussi, de comprendre que tu es plutôt dans le contrôle jusqu'à Mm. quasi la fin. C'est aussi des éléments qui, pour moi, seront intéressants pour appréhender le Thor cette année. Je m'y Donc, il représenterai retourne. sans doute, ouais, pour boucler la Ouais, ça y boucle, est, hein. Ouais. Tu, t'as pris le tu, risque. tu t'évoquais tout à l'heure le fait de boucler ou terminer tes trails. Pour toi, c'est important. Et c'est presque énervant de pas finir quelque chose que tu commences. Tu n'as pas eu beaucoup d'abandon alors sur tes différents trails, Ouais, ultra trails. aucun en fait. Ouais. Ok, J'ai ok, jamais dû abandonner par moi-même, quoi. Ouais. ok. Ça, c'est comment tu l'expliques? Est-ce que c'est une faculté, une facilité par rapport au parcours? Est-ce que c'est euh, parce que psychologiquement tu ne mets pas fin et tu t'imposes de terminer? Alors non, j'impose pas parce que c'est clair que si ça va pas, si j'ai un souci, sur mon deuxième tour des géants là, je me suis pris une contracture sur le quadri en plus, donc truc qui sert quand même un peu. Mhm, Je sais pas, même pas à mi-course quoi, kilomètre 150, quelque chose comme ça. Et ah ben non, c'était avant Denain. Ouais, donc c'est à mi-course à peu près. Dans la montée avant de descendre sur Denain. Et moi, j'arrive à Denain en disant, bah, de toute façon, je savais pas que c'était une contracture, quoi. Je savais que j'avais super mal dans le quadri et qu'il restait 200 bornes et j'arrive à Denain pour abandonner, quoi. Mais bon, avant d'abandonner, tu vas voir le médecin. Bon. Et le médecin, il dit, oh, c'est qu'une contracture. Vous pouvez continuer, vous allez en chier, ça va faire mal, mais vous pouvez y aller, quoi. ok, Et donc, j'ai continué. Donc, c'est pas tant que je veux forcer à finir dans des étapes impossibles. J'ai juste eu de la chance, je pense qu'il y a quand même un facteur chance aussi, hein, de pas me faire mal, je sais pas, de pas me faire une cheville, un genou, quelque chose sur aucune des courses. Et puis bah après ouais, je pense que j'ai de la marge aussi quand même. Je garde, comme tu dis, je reste en contrôle, en gestion, donc j'ai quand même un petit peu de marge.
Et cette margette, hein. Ça, je l'ai vu justement en venant hauteur des glaciers parce que moi, c'est un miracle que je sois hauteur des glaciers en fait. Normalement, j'aurais pas dû me qualifier, j'aurais pas dû être à l'heure, si je puis dire, hauteur des géants. C'est la barrière des 130 heures, quoi. Ouais. J'étais en 129h30 et quelques, enfin. Et j'étais en 129h30 juste parce que à Frassati, il y a Alexandre Forestieri là qui était là avec moi et qui me dit oh c'est vendredi soir, on finit le vendredi soir de toute façon, donc lui était sénateur, moi je peux pas me permettre d'arriver le samedi, tu viens avec moi, on fait la fin en courant. Et il m'a traîné, et j'ai pas pu le suivre et je galérais pour courir, j'arrivais pas à courir et c'est grâce à lui que j'arrive juste avant la limite. Alors à l'époque il y avait pas de Tour des Glaciers, donc moi je m'étais pas mis de Les mais tours voilà, c'est un suivantes. miracle que je sois là. Ouais. Et malgré tout, je prends le départ donc du Tour des Glaciers en naissant la première édition, on est je sais plus combien, moins de 40 à arriver. Et je suis dedans, et c'est une surprise, mais en fait, ça prouve que sur le Tour des Géants, j'aurais pu aller plus vite, je pense. Donc, je dois en garder inconsciemment pas mal. Est-ce que, alors peut-être on terminera là-dessus. Est-ce que alors t'as évolué du marathon au 100 miles et puis du 100 miles jusqu'à des torts des glaciers, des torts des géants. Est-ce que tu envisages, je sais que cette année il y a la première de la Swiss Peaks Mm. 660. Est-ce que ça c'est des formats sur lesquels tu aurais envie de t'inscrire et de découvrir ce que tu peux donner sur de telles distances? Alors, ça dépend de quel point de vue. C'est-à-dire que si j'avais un temps infini, ça m'intéresserait. Peut-être pas dans le format qu'ils proposent, avec cette histoire de faire un aller pour prendre le départ de la deuxième et puis t'attends que le départ arrive et puis tu repars avec une vraie course, c'est-à-dire que les autres ils sont frais et t'as les barrières horaires qui sont les mêmes. Je suis pas trop fan. Mais par contre, moi j'avais dit après avoir fait le Tour des Géants, de toute façon c'est la plus grande course que je ferai jamais, parce que plus après ça demande de prendre plus d'une semaine de vacances. Eh oui. Et dans le planning professionnel, familial et tout ça, j'ai pas envie de mettre cette contrainte si tu veux. Ok. Et il se trouve qu'ils ont fait le Tour des Glaciers qui est juste 2 jours de plus, donc il fallait juste que j'y sois le vendredi soir. Je dis, merde, c'est pas une semaine quoi. Donc j'y suis allé. Mais là, par contre, cette fois, c'est clair, la 660, c'est 2 semaines et non, trop compliqué au niveau planning familial, au niveau planning professionnel. Donc non. Ouais, Mais c'est pas la on course en revient, elle-même. on revient à Oui. une notion qui est importante au final. Tu as, la notion de plaisir, la notion d'engagement par rapport à un objectif, mais tu as aussi la vie à côté. Ah oui, non, clairement. Ce Ouais. qui te permet de trouver un équilibre aussi Ouais. et de garder un peu les pieds sur terre, parce qu'on aurait vite fait de tomber dans une passion à l'extrême. Hmm. Ouais, bah d'ailleurs, tu posais la question d'objectifs ou de courses. Je t'ai répondu avec un off parce que les courses, je sais jamais parce qu'en fait, ce que je fais, c'est qu'on fait le planning familial, notamment les vacances, tout ça d'abord. On regarde ce qui reste comme trou et puis on regarde les courses qui sont là, quoi. Et en fait, c'est comme ça que je choisis mes courses de préparation. C'est Ouais, pas, il y a vraiment une notion de priorité ouais, et priorité, voilà, famille, stabilité. Et ouais, bon, priorité, enfin, c'est équilibre, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. équilibre. Ok. Parce que je me fais quand même plaisir à venir une semaine sur le Thor. Bon, ils sont tout seuls à ce moment-là, mais c'est vrai que le fait que ça soit mi-septembre aussi, ça aide pas mal. C'est plus simple que Ok. fin août, juste avant une rentrée scolaire. J'ai des enfants, donc voilà, c'est toujours un peu Ok. moment plus. Donc il y a peut-être une chance que je te croise cette année. Ouais, ouais, bah tout le monde me dit de toute façon, c'est sûr, tu vas te réinscrire. Ça fait 4 ans que à chaque fois que t'hésites et que tu te réinscris, ouais, il y a des chances. On verra bien. Eh ben écoute, Faut faire les inscriptions, il y a le temps encore. ça sera un plaisir de partager une pizza et de boire quelques bières Eh ben ensemble écoute, et puis de faire rendez-vous est donné un bout de chemin. dans le resto qu'on connaît bien. C'est ça. Allez, bah écoute, tout de bon pour ce début d'année et puis Écoute, de même. peut-être à plus tard. Allez, ciao, bonne Salut journée. Seb, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sûr. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, C'est wild. Ouh, c'est wild.